Pourquoi l'Ukraine se lève-t-elle face à l'agression russe? En quoi est-ce que les sociétés civiles ukrainiennes et la société russe sont-elles différentes malgré les périodes de l'histoire commune? Qu'est-ce que la tradition intellectuelle et philosophique ukrainienne peut-elle apporter à l'Europe? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Konstantin Sigov, philosophe et intellectuel, directeur de la maison d'édition Esprit et la lettre, co-auteur avec Laure Mandeville d'un ouvrage en français qui a pour titre « Quand l'Ukraine se lève, la naissance d'une nouvelle Europe ». Konstantin est un des francophones les plus connus de l'Ukraine. Depuis des décennies, il travaille sur le dialogue intellectuel et philosophique entre la France et l'Ukraine. Bonjour Konstantin, je suis très heureuse de vous accueillir dans notre podcast L'Ukraine face à la guerre. Vous êtes co-auteur du livre qui s'intitule Quand l'Ukraine se lève. C'est un livre qui paraît en français, que nos auditeurs peuvent déjà acheter dans plusieurs librairies, que ce soit en France, en Belgique, vous me corrigez si je me trompe pas, en Suisse aussi. C'est un livre qui est écrit dans une forme d'un dialogue entre vous et Laure Mandeville, journaliste française qui vous a interrogé pendant les premiers mois de la grande invasion russe. Donc tout d'abord, ma première question à vous serait, est-ce que vous pouvez raconter un peu l'idée de ce livre et pourquoi, à votre avis, ce livre serait intéressant pour le lecteur français? Laure Mandeville m'a appelé tout de suite après les bombardements de Kiev le 24 février. Elle a voulu savoir comment nous vivons avec ma famille, ma mère qui est née à Kiev en 1929 et donc qui a connu la Seconde Guerre mondiale et qui était absolument choquée par les bombardements de notre ville à nouveau. J'ai vu que l'interview qu'il a publiée au Figaro au mois de mars était vraiment, par certains côtés, plus riche que les autres, alors que j'ai donné des dizaines d'interviews à différents médias, chaînes de télévision, presse écrite. Et finalement, après cette première publication de l'interview par le Figaro, nous avons décidé d'enregistrer encore 4 interviews. Elle a pris le soin de déchiffrer et mettre en forme tous nos conversations. Et finalement, cet dialogue entre Kiev bombardé physiquement, militairement, de façon absolument barbare et féroce, et Paris bombardé sur le plan de la propagande, de la guerre d'information, des efforts à diviser la France, qui est en ce moment dirigée, n'est-ce pas, l'Union européenne et les autres pays européens. Donc je crois que ce dialogue était nécessaire, il reste d'ailleurs toujours nécessaire aujourd'hui, peut-être encore plus. Je crois que c'était l'idée de nous mettre sur la même longueur d'onde et comprendre à la fois quels sont les rapports entre la résistance ukrainienne et le réveil absolument nécessaire de l'Occident.
Et justement, j'ai remarqué que Laure Mandeville, avec beaucoup de l'esprit critique et pertinence, insistait sur le fait que l'Occident a longtemps peiné à mettre l'Ukraine sur sa carte mentale, et c'est l'un des concepts clés pour ce livre que j'ai essayé d'élaborer. Qu'est-ce que c'est mettre un pays, une culture, une nation ukrainien sur la carte mentale de nos voisins, des autres pays européens. Et je crois que nous avons fait ce travail tout en prenant au sérieux des questions qui fâchent, questions difficiles, questions des nœuds gardiens, pour éclaircir pour le large public. Et une des réactions qui est, par exemple, dans le compte-rendu publié dans la revue Le Point, ils ont dit que c'est totalement accessible pour large public, c'est-à-dire pour les gens qui ne sont pas initiés spécialement du monde slave, au monde soviétique ou post-soviétique, etc. C'est-à-dire vraiment, d'une part, les gens peuvent découvrir cet espace culturel, politique, tout à fait inouï, nouveau. Et d'autre part, on a mis quand même aussi à la fin plus de 50 notes pour préciser, et peut-être parfois pour la première fois pour les gens en français, expliquer qui sont les vrais intellectuels, des acteurs, des dissidents ukrainiens, Joseph Zissels, Miroslav Popovitch et tant d'autres, pour expliquer comment notre archipel intellectuel était constitué et comment intellectuellement nourrit notre résistance aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc, la forme de dialogue était absolument nécessaire, puisque c'est vrai qu'on assiste à une transformation de l'Ukraine, transformation douloureuse, puisque l'Ukraine est attaquée à grande échelle depuis bientôt 9 mois, mais aussi une transformation occidentale qui est là, qu'on observe, et donc il y a cette volonté de dialogue. Donc, je pense que la forme est tout à fait réussie, du point de vue qu'effectivement, on entend très bien dans ce livre deux interlocuteurs qui sont là pour échanger des idées. Et justement, pour nos auditeurs, dans ce livre, vous trouverez beaucoup d'informations et surtout dans la forme accessible à tout le monde. Constantin, je vous connais comme philosophe ukrainien depuis quelques décennies déjà. Vous êtes philosophe, vous êtes intellectuel, vous avez travaillé pendant des décennies pour rétablir, nouer des liens entre la culture ukrainienne, la tradition intellectuelle ukrainienne et la tradition intellectuelle française. Vous êtes francophone et donc je pense que vous avez toutes les données pour donner les clés à comprendre comment ça fonctionne en fait, comment fonctionne le paysage intellectuel ukrainien. Un des concepts qui m'a beaucoup intriguée dans votre livre, c'est le concept de ce que vous appelez l'homme orange. Vous parlez d'abord de l'homme rouge, l'homme soviétique connu à l'étranger, mais ensuite pour passer ensuite à ce concept de l'homme orange qui serait différent, qui serait antagoniste même de l'homme rouge. Qu'est-ce que vous voudrez dire par ce concept ? Écoutez, je voulais indiquer que pas seulement en 2022, pas seulement en 2014, mais déjà en 2004, pendant la révolution orange précisément, Kiev a choisi une autre voie. Il a choisi notre ville, notre nation ukrainienne, déjà à travers cette révolution qui a quand même changé la donne, qui a changé le président, l'élection, la mode de choisir, précisément, si vous voulez, le point faible, le maillon faible. Déjà, on a vu ça en Biélorussie, puis déjà, on a vu ça en Russie. Et donc, il était absolument nécessaire de choisir librement, de façon authentique, le président du pays. Mais je crois que l'aspect original... et pour cause, nos voisins ont appelé société orangiste l'homme
orange, c'était la couleur d'ailleurs qui était partout à Kiev. Et par exemple, mon fils Alexis, que vous connaissez très bien, était participant très très actif. Et notre maison d'édition, L'Esprit et la Lettre, Duch et Littera, publiait un grand calendrier à la suite de cette révolution où il y a plusieurs visages, il y a toujours cette pluralité des acteurs. Et donc, ma jeune fille Maria, sur les épaules d'Alexis, donc 3 générations avec mes parents et avec à la fois mes étudiants. Toute notre université, d'ailleurs, qui nous réunit, était sur la place d'Indépendance, justement pour défendre cet espace de liberté, la justice, et donc faire le barrage contre l'usurpation du pouvoir. À mon avis, c'est intéressant de trouver d'autres couleurs et d'autres métaphores pour ne pas simplement rester avec l'analyse des Homo Sovieticus ou l'homme rouge décrit, n'est-ce pas, par le prix Nobel Svetlana Alexievich, des grands écrivains biélorusses, mais aussi de comprendre en quoi consiste la différence anthropologique entre l'homme rouge, c'est-à-dire profondément ancré dans la culture soviétique, soviétisé jusqu'au fond, presque inimaginable pour nous à Kiev. Et donc de comprendre comment cette distinction orange indique déjà une génération qui est née, qui s'affirme en Ukraine et qui choisit une voie proprement européenne, qui résiste à toute tentation retour néo-soviétique, le mirage, l'URSS bis. Et à mon avis, précisément, votre génération, pour moi, incarne en quelque sorte cette audace, cette courage de changement irréversible, c'est-à-dire l'idée qu'on a vraiment sorti de l'Égypte soviétique, qu'on ne va jamais retourner à cette nostalgie. L'hymne de l'Ukraine, pour toujours, sera l'hymne ukrainien. On ne pourra jamais tolérer l'idée poutinienne de restaurer l'hymne soviétique. Et à mon avis, cette idée déjà dit longue sur la musique que nous avons choisie, sur le leitmotiv qui nous inspire depuis donc presque 20 ans. Donc, à un moment tournant pour vous, c'était la révolution orange 2004, au moment où le président Yushchenko, suite à des fraudes lors de cette élection, il y avait une grande protestation populaire sur la place Maïdan à Kiev. Donc, j'aime bien cette idée de couleur, dire homme orange comme antipode de l'homme rouge. Mais globalement, quand est-ce que vous avez vécu pendant l'époque soviétique plus que moi, plus que notre génération, une question de génération est aussi importante, et vous avez sans doute pu observer des changements sur le plus long terme. Donc il est intéressant de savoir à quel moment est-ce que les chemins de la Russie, de la Biélorussie et l'Ukraine, 3 pays qui sont à côté, 3 républiques ex-soviétiques, se sont devenues aussi différentes, à votre avis? Pourquoi aujourd'hui nous voyons les situations où la Russie c'est un État autoritaire, Biélorussie c'est un État autoritaire et l'Ukraine fait exception de ce paysage post-soviétique? J'ai participé à la refondation de notre université, de notre alma mater. Je signais le contrat avec l'université en septembre 92. Voilà, exactement 30 ans. Et j'ai invité, par exemple, très bon ami, philosophe français, André Glucksmann, venir dans notre université. Nous avons visité Vyacheslav Bruchovets, qui est à l'époque recteur de l'université, en cette période-là, tout début de septembre 92. Et à l'entrée,
à l'université, on avait encore le statut de Lénine. On avait contre mur les mosaïques soviétiques. Mais l'importance que nous, avec le recteur de notre université et avec André Glucksmann, nous avons eu déjà une distance critique parfaitement articulée à l'égard des images, des restes symboliques contre les murs de notre université. Et donc, on a mis une plaque en disant que cette mosaïque en particulier, c'est un signe de l'époque totalitaire. C'est-à-dire, ce n'est pas neutre, ce n'est pas... ça ne va plus de soi. Nous démarquons notre identité, notre démarche universitaire, notre projet universitaire par rapport au passé récent soviétique. Et je crois que c'est dans cet esprit-là nous avons inauguré le premier année scolaire, académique, universitaire. Et en particulier, j'étais très, très heureux de collaborer avec les jeunes étudiants. Je me souviens, Volodymyr Yermolenko est venu dans notre maison d'édition L'Esprit et la Lettre pour participer à la traduction des Léviathans, des Ops, d'ailleurs l'ouvrage est hautement symbolique, n'est-ce pas, pour l'Empire soviétique et les périodes post-soviétiques. Donc d'une part, on a eu des maîtres comme Miroslav Popovitch, le directeur de l'Institut de philosophie francophone et francophile, et d'autres philosophes comme Sergueï Krimsky. D'ailleurs, j'évoque tous les deux dans le livre et j'ai voulu mettre en note en français pour expliquer qu'il s'agit vraiment d'une génération de penseurs tout à fait remarquables d'Ukraine. Et puis, votre génération, donc nos étudiants, qui ont déjà participé dans les projets très importants des traductions des œuvres classiques. Et puis après, avec Anatole Peripadia, nous avons traduit et publié trois volumes de Michel Desmontaigne, les essais, Pascal, les pensées avec Oleg Roma, et tant d'autres livres, jusqu'à donc 5 ouvrages de Paul Ricoeur, l'ouvrage d'ailleurs d'André Glucksmann, le 11e commandement, et dizaines d'autres ouvrages. Donc, si vous voulez, l'idée était concrètement, pas seulement dans les déclarations restituer des liens entre Paris et Kiev, mais aussi mettre très concrètement en place les passerelles, les ponts qui permettent de circuler. Par exemple, nous avons invité ensemble Barbara Cassan à Kiev pour que architecte du vocabulaire des philosophies européennes soit présent dans nos murs, parle à nos étudiants, à vos étudiants déjà. Vous avez déjà professeurs et enseignants dans notre université. Et donc, je crois que cet lien, je dirais, presque naturel, et en même temps tout à fait sympathique de plusieurs générations dans notre université. On a échappé belle à une querelle des générations. Au contraire, je crois que cette solidarité des générations était l'un des éléments justement à la fois de la révolution orange et de la révolution du Maïdan en 2013-14, c'est-à-dire la révolution de la dignité. C'est-à-dire on a très vite compris en profondeur que la dignité et la liberté, très liées avec la solidarité des générations, des intellectuels qui n'ont pas le luxe à faire des querelles inutiles, mais au contraire qui peuvent remédier à une rupture de la tradition pendant les périodes soviétiques, pendant déjà les années 30, 40, 50, et donc travailler ensemble pour que le rapport entre la France et l'Ukraine sur le plan intellectuel sera vraiment fécond, nécessaire, élargi, qu'il y a une vraie polyphonie des voix dans notre champ de recherche et l'enseignement.
Oui, mais si on regarde ce qui se passait en Russie dans les années 80, 90 ou même 2000, on pourrait aussi dire que cette ouverture vers l'Occident, notamment la France, elle avait sa place aussi. Il y avait énormément de traductions, sans doute beaucoup de collaboration, sans doute beaucoup de dialogue. Mais donc, on n'arrive pas à saisir pourquoi est-ce que l'Ukraine a quand même définitivement choisi ce chemin vers la démocratie, vers la liberté, vers la voie vers l'Europe, qui se concrétisait ensuite par la volonté de l'Ukraine de rejoindre l'Union européenne. Aujourd'hui, on parle déjà de l'OTAN, etc. Quand est-ce que, et qu'est-ce que dans la mentalité ukrainienne ou dans la tradition intellectuelle ukrainienne fait de la sorte que l'Ukraine fait plutôt exception de cet espace post-soviétique, voilà, avec les voisins, la Russie et Biélorussie. Est-ce qu'il y a des éléments de la réponse que nous pouvons discuter dès aujourd'hui? Oui, une très bonne question. Si vous voulez, très concrètement parlant, le même année 2004, je participais tout de suite après la Révolution orange à Kiev à un festival Cité Philo à Lille, en France. Et c'était le lancement de la publication du vocabulaire des philosophies européennes, publié par Le Seuil et le Robert en 2004. Et les gens ici présents, Étienne Balibar, Marc Crépon, Philippe Reynaud, Barbara Cassan, étaient très étonnés qu'après avoir présenté le vocabulaire, in fine, à la conclusion, j'ai dit il faut traduire les intraduisibles. Un geste fort, parce que le sous-titre du vocabulaire parle des intraduisibles, c'est-à-dire des mots justement qui résistent à la traduction, comme le mot esprit en français, pravda en ukrainien, geist, mind, etc. Et finalement, c'est pas un hasard que l'initiative de traduire les intraduisibles venait de l'Ukraine. Et la première traduction de ce dictionnaire était en ukrainien. Ensuite, en anglais en Amérique. Ensuite, en espagnol à Mexico. Ensuite, en arabe au Maroc, etc. En roumain. Mais je crois que le rapport direct entre l'action politique, la Révolution orange, la cité, donc l'engagement civique, et notre travail intellectuel, notre choix de faire notre travail intellectuel, philosophique, éditorial, je crois que cette pratique était déjà présente en Ukraine grâce en particulier à notre équipe, notre université, notre maison d'édition, et était malheureusement déjà absente en Biélorussie et en Russie. Précision tout de suite, l'idée, par exemple, de traduire le même vocabulaire en russe était accueillie avec beaucoup d'intérêt par certains nombres des intellectuels isolés, mais aucune institution ne s'engageait pas à traduire et publier ce vocabulaire en Russie. Donc déjà, on a vu le décalage. Et un certain nombre de traducteurs à partir du français, même en Russie, ils ont dit nous pouvons faire nos efforts et traductions, mais l'idéal que le projet soit piloté par l'équipe de Kiev. Et je crois qu'il y a tout un symbole, et d'ailleurs les gens comme Andrei Vassilchenko, Valentin Melianchik, Tatiana Galichenko et certains nombres d'autres ont été engagés plus librement et plus en équipe, en réseau, capable de faire des projets justement qui rejoignent 150 philosophes d'Occident qui ont participé dans la création de ce vocabulaire. Donc ça veut dire que dans cet archipel intellectuel, l'Ukraine, naturellement, était à la fois intéressée, motivée et intégrée finalement aux bras ouverts. L'autre élément, à mon avis, très important à prendre en considération, que, n'est-ce pas, l'Ukraine, depuis au moins 2 décennies, dans le processus de risorgimento.
c'est-à-dire dans le processus, par certains côtés analogues à l'Italie, c'est-à-dire dans l'émancipation et la création de la nation. Pas du tout uniquement dans affirmation identitaire, ce qu'on appelle, c'est-à-dire dans le truc nostalgique. Au contraire, c'est l'idée d'aller vers l'avenir et comprendre comment notre mosaïque extraordinaire entre l'Odesse et Lviv, entre Donetsk et Oujgorod, Tchernivtsi, fait vraiment un tout à fait cohérent et nécessaire. Et je crois que ce processus, encore une fois, positif dans le sens du cheminement vers l'avenir, vers l'émancipation nationale au sens universel du terme, au sens large du terme, au sens européen du terme, je crois que ça a donné une énergie encore à méditer et à découvrir, à redécouvrir en France. Oui, tout à fait. Donc, on ne peut qu'être d'accord avec vous sur cette ouverture ukrainienne. À la fois, on se pose pas mal de questions sur une certaine asymétrie qui existe entre l'Ukraine et l'Europe, puisque c'est vrai que les Ukrainiens, les philosophes, les intellectuels, les écrivains ukrainiens ont travaillé depuis presque 3 décennies après la chute de l'URSS pour permettre ce dialogue, cette ouverture, etc. En même temps, l'Ukraine restait quand même à un certain moment représentait, je dirais, une certaine absence sur la carte mentale, comme vous mentionnez dans votre livre. Comment expliquez-vous cette absence de l'Ukraine malgré les efforts d'un cercle d'amis et intellectuels? Comment expliquez-vous cette absence mentale et quelles conséquences a-t-elle eu notamment sur la guerre qui avait commencé en Ukraine, contre l'Ukraine? Écoutez, je peux vous dire que déjà en 91-92, j'ai commencé à travailler avec mes collègues en France pour présenter les grands intellectuels et écrivains classiques ukrainiens. Par exemple, dans une anthologie publiée à Paris, littérature européenne de 10 siècles, je présentais Lesia Ukrainka, Skovoroda, Dragomanov, le prince jeune des écrivains du XXe siècle sur la famine, Vassil Barka, et j'ai vu que les traductions ne sont pas été faites, c'est-à-dire cas par cas, chaque fois, je devais trouver un traducteur pour traduire Dragomanov, pour traduire Lesia Ukrainka, pour traduire Skovoroda. Pareil avec Vassil Stous. Nous sommes réunis autour de l'ouvrage qui vient de paraître bilingue en ukrainien et en français, mais depuis décennies, depuis la mort de Vassil Stous, son œuvre absolument nécessaire, géniale, proposée pour le prix Nobel à l'époque, n'a pas été traduite en français. Donc il fallait, encore une fois, d'une part, offrir l'ouvrage de Vassil Stous en langue ukrainienne au traducteur Georges Niva, d'ailleurs qui était professeur honoris causa de notre université déjà il y a plus de 20 ans. Depuis, il a lu, fin connaisseur à la fois de polonais et du russe, il s'est mis à travail pour apprendre l'ukrainien. Et Dieu sait que la langue de Stous n'est pas une langue banale, facile de la rue. Au contraire, c'est vraiment une langue comparable à Rilke, à Paul Celan, aux grands poètes du XXe siècle en France. Et donc, c'est tout un travail, je dirais, et les initiatives personnelles. L'État ukrainien n'a jamais eu une politique culturelle, économique pour financer, par exemple, les traductions des grands auteurs ukrainiens vers d'autres langues en Occident. Donc, il fallait vraiment des initiatives
personnel pour, pendant encore une fois des décennies, après 91, convaincre nos amis, nos collègues à Paris, dans d'autres universités dans le monde francophone, pour se mettre à travail. Et aujourd'hui, je crois, la situation est en train de changer. Je crois qu'on peut dire que cette année-là, l'année 2022, c'est l'année tournant. Pour la première fois de mes contacts très suivis depuis 30 ans, je vois qu'enfin, les librairies en France sont remplies par les livres avec les couleurs bleu et jaune, par les livres qui portent sur l'Ukraine, qui donnent à penser l'épaisseur de la culture ukrainienne. Et dans ce sens-là, oui, je peux dire que grâce à notre collaboration avec Laure Mondeville, l'ouvrage « Quand l'Ukraine s'élève » fait partie de cette nouvelle bibliothèque qui émerge, qui apparaît. Et c'est aussi, je dirais, le contexte de plusieurs livres témoigne d'une certaine manière que l'Ukraine est véritablement s'élève, qu'elle devient visible, qu'il y a une véritable manifestation de la richesse de notre tradition intellectuelle. Oui, tout à fait. Donc là, on a beaucoup gagné pendant cette période tragique de 9 derniers mois, n'est-ce pas, après la grande invasion. C'est vrai qu'on a qu'au moment où il y a 5 ans, on ne pouvait pas espérer avoir Stouss en français. Stouss, qui était d'ailleurs lui-même traducteur, n'est-ce pas? Il traduisait Rilke, il traduisait Celan, il traduisait d'autres. Il était vraiment un poète extrêmement intéressant, vraiment génial. Et donc, un poète qui se nourrissait justement de la poésie européenne. Donc voilà, avec Soloviev, c'est un poète qui était persécuté certainement pendant l'époque soviétique. Et donc oui, donc là on fait un retour, la culture ukrainienne devient plus visible et plus importante aujourd'hui. Grâce aussi à la résistance, n'est-ce pas, à la résistance ukrainienne sur le champ de bataille après cette grande invasion. Et donc, oui, on espère que la situation va changer, même si on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a quand même un corpus très important des livres à traduire. Et donc, d'où vient ma question suivante. Vous avez travaillé pendant des décennies pour faire connaître en Ukraine la culture européenne, la tradition intellectuelle européenne, notamment la tradition française. Mais nous avons en Ukraine tout un corpus de penseurs, de philosophes, des écrivains. Vous avez évoqué Lesa Ukraïnka, vous avez évoqué Drahomanov, Krymski parmi nos contemporains, d'autres. À votre avis, si je vous pose la question générale, qu'est-ce que la culture ukrainienne a-t-elle à apprendre à l'Occident en tant que tradition intellectuelle? Quelle serait votre réponse? Écoutez, par exemple, déjà en 1993, j'ai publié l'article à Paris sur l'analyse de la guerre extérieure et de la guerre intérieure de Mikhailo Dragomanov. Et j'ai évoqué que voilà le premier penseur au XIXe siècle, dans tout l'Empire russe, qui a pensé la constitution, la philosophie politique affinée et accordée à l'idée constitutionnelle, droit, qui a inspiré ensuite Bogdan Kistiakivsky, et donc qui a en quelque sorte incarné l'approche démocratique, libéral au sens classique du terme, au sens d'Alexis de Tocqueville. Et je crois que l'idée qu'aujourd'hui, avec force, nous essayons de mettre en pratique cette tradition-là, parce qu'il faut bien comprendre, à mon avis, que même dans les pays avec une tradition démocratique assez développée en Occident, la défense de la liberté, le prix de la liberté n'est pas du tout évidente pour chaque citoyen qui se réjouit, qui utilise, qui vit, qui se baigne dans cette liberté. Et je crois que le rapport entre penser la liberté et pratiquer la liberté
de défendre la liberté. Ce rapport entre théorie et pratique, c'est ça, à mon avis, le grand surprise qui vient aujourd'hui d'Ukraine. Je crois que trop souvent, les questions, par exemple, qui reviennent, qui sont liées directement avec les défenses des droits de l'homme, la déclaration universelle des droits de l'homme, n'est-ce pas, signée à Paris, pour un certain nombre Français, devenu une abstraction. C'est-à-dire, voilà, c'est niveau purement discoursif, pour ainsi dire, mais finalement qui ne touche pas la vie existentielle, les questions, par exemple, de la vie et de la mort, les questions du mensonge et de la vérité, la question de la violence et justement de notre capacité à résister à l'inhumain. Donc les questions qui touchent, je dirais, corporellement chaque être humain. Donc je crois que l'une des plus grandes surprises qui vient d'Ukraine, c'est précisément ça, c'est le rapport rétabli entre les concepts clés de notre civilisation européenne et les praxis, la vie pratique. Paul Ricoeur, que je fréquentais beaucoup à Paris, que j'ai invité plusieurs fois à Kiev, il disait qu'un des problèmes peut-être les plus graves de la traduction occidentale, c'est la séparation entre la pratique et la théorie. Et pourquoi, en particulier, les gens étaient trop souvent séduits par marxisme, parce que c'était une illusion qu'on peut, de cette façon-là, réunir de façon révolutionnaire la pratique et la théorie. Ça n'a pas marché, ni en Union soviétique, ni en Italie, ni en France d'ailleurs, mais ça laissait l'empreinte durable et assez violente. Mais il y a une autre façon d'articuler ensemble, de mettre ensemble la théorie et la pratique, qui est maintenant, je crois, associée pour tout le monde, et en France aussi, à l'Ukraine. Oui, c'est une manière de vivre les idées, c'est-à-dire que d'être fidèle à des idées dans la pratique et de ne pas prononcer des mots comme liberté, par exemple, comme le libre choix, etc., comme juste une théorie, pas justement comme des termes, mais aussi comme des actions. Oui, ça c'est une réponse intéressante. Vous avez vécu pendant l'époque soviétique et vous avez observé pendant des décennies l'évolution du contexte intellectuel, mais aussi du contexte politique de notre région. Est-ce que cette guerre, est-ce que cette grande invasion de la Russie était une surprise pour vous, comme elle l'était pour un nombre des observateurs occidentaux? Écoutez, en fait, j'ai tenu ma thèse de doctorat en 90. C'est-à-dire que, voilà, les années, n'est-ce pas, de notre jeunesse, des thésards tout à fait pleins d'énergie, etc., c'était déjà le moment de la fin de l'Union soviétique et d'une Rubicon. On a passé une Rubicon vers l'espace nouvel, vers l'espace d'un pays indépendant. Et donc, on est parti vers les découvertes. Et évidemment, pour la plupart de mes concitoyens, c'était la redécouverte de la grande Europe, plutôt dans le présent et plutôt pour l'avenir, pas seulement le passé nostalgique, comme ça a été le cas auparavant. Et je crois que on a quand même été très sensible au fait que, par exemple, cette sortie pour les pays baltes était assez violente, à Vilnius, au Caucase. Les guerres en Tchétchénie déjà donnaient un signal d'alarme assez fort. Je me souviens que moi, dans ma boîte aux lettres à Kiev,
j'ai reçu une petite bout de papier en disant « Voulez-vous que vos enfants vont être embarqués dans une guerre en Tchétchénie ?» C'est-à-dire le choix était très clair, c'est-à-dire si l'Ukraine n'est plus dans l'Union soviétique, si elle ne fait pas du tout partie du bloc militaire, bloc de Varsovie bis, ou bloc des autres pays eurasiens, ça veut dire que nos enfants ne vont pas participer dans les aventures militaires genre guerre en Tchétchénie. Je crois qu'en même temps, on était aussi conscient que peut-être par certains côtés, l'énergie impériale, autoritaire, militaire, était en quelque sorte canalisée vers Caucase, la Géorgie, en 2008, et que c'est à nous de juger au second tour. C'est-à-dire que c'est l'Ukraine qui sera au rendez-vous pour véritablement résister à cet ouragan néo-impérial. Et donc, par certains côtés, l'histoire nous a donné quelques décennies pour nous préparer. Il faut être honnête, on n'était pas vraiment préparé, on n'a pas fait assez. Laure Mandeville parle de la naïveté d'Occident. C'est à nous de battre notre culpa et de dire que oui, on était aussi assez naïf pour penser que voilà, c'est fini les mauvais temps, que l'histoire néo-impériale est complètement dans le passé, que le parenthèse est fermé définitivement. Non. Je crois qu'aujourd'hui, nous assistons aussi à un autre réveil intellectuel pour mieux comprendre quels sont les antidotes à cette poison impériale. Et avec une certaine ironie, j'ai dit que ce qui peut-être nous a aidés à n'être pas séduits par cette mixte explosif. J'ai dit que, et c'est vrai d'ailleurs, que peut-être nous sommes plus libres, plus indépendants de cette nostalgie impériale, tout simplement parce que l'Ukraine n'a jamais été l'Empire. Oui. Et donc, on n'a jamais été tenté par cette idée. Donc, il faut aussi bien comprendre pourquoi même les gens assez intelligents en Russie étaient séduits par leur passé glorieux, entre guillemets, par fausse grandeur. Et finalement, à un moment donné, j'ai dit que nous, les Ukrainiens, nous n'avons jamais été prisonniers de cette idée impériale. Nous n'avons pas cette partie du mélange. C'est comme quand on boit de la bière et de la vodka. Nous, on est resté à la bière. Alors que, pas un vodka impérial, ce mix totalement explosif qui a cassé les meilleures têtes, car même les gens les plus intelligents cèdent à cette folie impériale. Et malheureusement, nous voyons que oui, c'est le cas. On n'a pas à l'horizon des grands penseurs russes qui sont totalement libres de cette mixte. Je peux citer l'exception qui souligne la règle, peut-être l'un des philosophes les plus forts, Anatoly Akhutin, qui a quitté la Russie après avoir vécu 70 ans à Moscou. Après la révolution de la dignité, il a changé, il a émigré à Kiev, il est fier d'être ukrainien avec sa femme pour précisément ne plus faire partie du paysage intellectuel trop ruiné par la passion impériale.
Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, donc il y a très peu de place pour la liberté de la pensée, pour la liberté de la parole. Mais je dirais que ça serait sans doute ma dernière question, donc la question philosophique, la question qui touche le plan moral de la situation, puisqu'il y a quand même des choses qui nous ont choqués, qui nous ont surpris, parce que malgré tout, malgré on savait très bien que la Russie était un empire, on savait très bien qu'il y avait ce complexe d'un empire blessé. On comprenait que l'agression était possible, surtout après l'annexion illégale de la Crimée, après l'occupation partielle du Donbass. Mais quand même, il y avait des choses auxquelles on ne s'attendait pas. On ne s'attendait pas à voir un tel nombre de crimes de guerre. On ne s'attendait pas à voir des tortures. On ne s'attendait pas à voir ce niveau de la cruauté inimaginable. On n'aurait jamais pu imaginer que les Russes, on pouvait avoir des désaccords, on pouvait comprendre qu'ils avaient des complexes impériaux, etc. Mais on ne peut pas imaginer que tout ceci serait possible au XXIe siècle, n'est-ce pas? Vous, qui êtes philosophe, quelle était votre réaction quand même? Quel était votre ressenti face à cette barbarie? Le mot est fort, je comprends, mais face à ce que nous avons vu de nos propres yeux, à Boucha, à Izium, à Mariupol, nous connaissons ces gens, nous connaissons nous voyons les victimes témoigner. Quel est votre jugement moral? Écoutez, comme tous les habitants de notre chère ville natale, Kiev, j'étais horrifié après la libération, justement, on peut dire, des agglomérations qui viennent, donc à Boucha, Irpin, Borodianka. On était tous absolument consternés, choqués, profondément blessés par les images des massacres. Par exemple, mon enfance passait en Irpigne. Mon père m'a amené plusieurs fois dans les parcs, dans les forêts absolument pittoresques, comme à Fontainebleau, comme à Bois de Saint-Cloud, tout près de Paris. Donc, il faut bien comprendre qu'on est à la fois dans un paysage parfaitement européen, très marqué d'ailleurs aussi par la culture, les visites des écrivains, des musiciens. Valentin Silvestrov, le géant de la musique ukrainienne et européenne, a passé dans les maisons des compositeurs à Worzel plusieurs années. Et c'est là d'ailleurs que j'ai rencontré pour la première fois avec Rimsky. Et donc, d'une part, c'est la tragédie qui échappe totalement à la description et à notre capacité de raconter. Mais d'autre part, je dois dire qu'en même temps, j'étais aussi profondément conscient que ma vie, la vie de ma mère, de mes enfants, de mes proches, de mes collègues à l'université, est sauvée par les gens tout à fait concrets, en chair et en os, les gens que j'ai totalement ignorés. Je ne savais pas un homme ou une femme qui a pris la décision de faire sauter le barrage de la ville de rivière Irpigne. Mais autrement, Vyshgorod et les maisons où on était là ensemble, c'est-à-dire c'est vraiment à quelques kilomètres de Boucha. J'étais à quelques kilomètres de Boucha, voilà, tout près, Khetianovka. Donc c'est vraiment, on peut aller en bicyclette. Et j'ai compris qu'on a échappé paradoxalement au sort des gens tués à Boucha. Encore une fois, moi avec ma mère, de 93 ans, grâce aux gens qui ont sauvé notre vie et la vie de la capitale, la vie de Kiev, c'est-à-dire qui n'ont pas permis aller des aéroports Gostomel vers le centre de Kiev. Et c'est-à-dire cet étrange paradoxe, ces contrastes insupportables entre les sentiments tragiques et le sens de la gratitude
qui nous habite, n'est-ce pas, tout le temps. Chaque notre réunion publique, et même notre dialogue aujourd'hui, est profondément animé par notre conscience que nous sommes libres à parler, à communiquer, grâce aux gens, en particulier à l'armée ukrainienne, aux civils, aux volontaires, à toute la nation ukrainienne qui participe dans cette résistance. Et dans ce sens-là, tout à fait consciemment, la conclusion du livre, j'ai intitulé qui nous aide à ne pas baisser les bras. Les gens qui nous aident à ne pas baisser les bras, l'image apparaît déjà sur la couverture. Donc, n'est-ce pas, Dimitri Kazatsky qui pendant 82 jours et nuits était à Mariupol, au sous-sol des Azovstal, qui donne exactement l'image comment, à travers une trou percée par une bombe, il y a une lumière qui nous éclaire l'être humain, human condition, comme disait Hannah Arendt, qui nous éclaire la capacité de l'homme de ne pas baisser les bras lui-même et donc d'interdire en quelque sorte à nous, avec vous, de ne pas baisser les bras, de ne plus baisser les bras, de ne plus nous permettre une crainte, une attitude frileuse, etc. De ne pas lâcher, de ne pas être tenté par une tentation assez forte en Occident d'hésiter entre la décision du courage, entre le choix très courageux d'une part et d'autre part, par l'humain trop humain. Merci beaucoup, Constantin, pour cet entretien, pour vos idées qui redonnent du courage aux Ukrainiens, qui redonnent une compréhension aux Européens sur ce qu'est l'Ukraine, ce que ce dialogue entre l'Ukraine et l'Europe, et la France en particulier, puisse représenter. Merci. Merci pour vous, Tatiana. Je suis très fier et très heureux de dialoguer avec vous. Si je peux dire in fine, je parlais en direct à une télévision en France en citant l'exemple qui m'a beaucoup impressionné. Vous avez écrit sur Facebook que, évidemment, mère de 3 enfants, pense, en prenant l'ascenseur, à une difficulté d'être arrêtée avec les 3 enfants, mais peut-être un danger encore plus grave, un choc intellectuel encore plus grave quand on est coupé et quand on n'a plus la voix à dire les choses dans un débat avec nos collègues en France, lorsque au moment de votre participation à l'émission en direct avec la France, à un moment donné, l'électricité disparaît et vous ne pouvez pas répondre. Et je suis très habité par cette image qui me donne justement encore plus de force et de motivation à participer dans les émissions, malgré la fatigue, malgré l'absence du temps. Je sais que nous sommes solidaires à aider les uns et les autres, d'être connectés et de dire le vrai, malgré tous les empêchements matériels, physiques. Donc vous m'encouragez encore plus. Merci. Merci. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission, nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Constantin Sigov, philosophe et intellectuel, directeur de la maison d'édition Esprit et la lettre, co-auteur avec Laure Manduil du livre en français « Quand l'Ukraine se lève, la naissance d'une nouvelle Europe ». Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.